Plus on avance, plus il se dévoile, plus le mythe s'effondre. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Le lion a vraiment perdu ses dents. Quand on écoute ça, ça donne envie de paraphraser le président Laurent Gbagbo. Devant, c'est maïs. En face, c'est maïs. En face, c'est maïs. Je n'aurais jamais pris sur moi de répondre à une telle accusation, une telle diffamation, si cela se limitait aux joutes traditionnelles et trop souvent haineuses des réseaux sociaux. Mais là, il s'agit tout de même de Anne-Sophie Havé. Cette sortie du doyen Alain Foka n'est que le début du commencement d'un éveil mental. Comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Fin de citation. Nous n'allons pas trahir notre mission, par votre travail et de toutes les générations futures seront plus armées à lutter pour la souveraineté de l'Afrique et pour la dignité de l'homme noir. Écoutez plutôt. Ambassadrice pour la diplomatie publique de la France en Afrique, nommée par le président Emmanuel Macron en personne, qui parle sous serment devant une commission au Sénat français. Et sous serment, s'il vous plaît. Je vous invite, Madame l'ambassadrice, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Madame l'ambassadrice, soit vous avez sciemment menti à la commission, ce qui est grave et condamnable par la loi, soit vous êtes vraiment ignorante de la réalité du terrain, de l'environnement que vous êtes censée connaître. Ce qui explique la gravité de la détérioration de l'image de la France à l'international. Une chose est certaine, vos 40 minutes d'audition illustrent, s'il était encore besoin de le mentionner, le fossé qui vous sépare de la vérité du terrain subsaharien. Elles illustrent les raisons de l'échec de votre mission. Vous êtes hors sol. Mentir est extrêmement facile, puisqu'on n'a pas besoin de démontrer que c'est vrai. Il suffit de mentir. Mais pour débunker et pour démonter un mensonge, eh bien, il faut pouvoir donner des chiffres, il faut pouvoir donner des éléments tangibles, et ça prend beaucoup plus de temps. Je suis d'accord avec vous sur cette assertion. Mais nous allons essayer de vous faire mentir sur ce coup, encore une fois, en apportant la vérité, la vraie, qui va corriger l'énorme mensonge que vous avez libéré. Parce que les temps ont changé, Madame l'ambassadrice. L'époque est révolue où les autres n'avaient pas droit à la parole, où ce que disait l'occidental était parole d'évangile. Vous êtes manifestement atteinte du syndrome Bush, pour qui, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors vous êtes contre moi. Je dis que sur nos médias de France Média Monde, il y a des éditorialistes, il y a des journalistes dont le discours est totalement dans la ligne de la propagande anti-française. Depuis un certain temps, on a vu se développer un discours très officiel qui veut que toute personne qui critique l'action de la France, ses interventions en Afrique ou dans le monde, les choix opérés par Paris à l'international, les propos du président Emmanuel Macron, tienne un discours anti-français. Il ferait de la propagande anti-française, du French bashing. Ça s'appelle de la paresse intellectuelle. À moins qu'avec vous, les responsables de la communication des nations du Nord aient simplement adopté la politique de l'autruche, qui consiste à enfouir la tête dans le sable pour ne pas regarder la vérité en face. Molière disait que sans la liberté de blâmer, il n'était point d'éloge flatteur. Madame l'ambassadrice, critiquer une action, une mauvaise politique, une décision négative ne fait pas de l'auteur un anti-français. Si c'était le cas, je pense que vous aurez beaucoup de mal à arriver au bout de l'inventaire. La liste serait longue, très longue des anti-français. Elle commencerait au sein même des leaders nationaux qui, chaque jour, dans leur lucidité, expriment leur désaccord avec les choix faits par les autorités. La France ne peut pas, à la fois, accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de deux poids, deux mesures. Je le dis sans embâge, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité.
Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue, parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. 1,5 million. Par exemple, un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de bases militaires. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique ? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. C'est notre politique de double standard. Elle est plus supportée en Afrique, plus du tout. Le coup d'État au Tchad, c'est très bien. Le fils Déby prend le pouvoir, c'est un coup d'État, puisqu'il suspend les institutions. Avec l'accord des Français. Avec l'accord des Français, avec la présence du président. Qui légitime. Exactement, qui légitime le coup d'État en allant sur place. Et puis vous faites 1500-2000 km vers l'ouest, vous allez au Mali, et puis là vous dites, ah bah non, le coup d'État c'est pas bien, la junte n'a aucune légitimité, c'était les propos de Jean-Yves Le Drian. Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. J'en peux plus de ce discours de nos valeurs que nous voulons imposer au monde entier, nos valeurs. Mais on ne fait pas la guerre simplement pour ces valeurs, sauf quand on vient chez vous, essayer de vous imposer les valeurs des autres. Mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis, s'y refusent ? Non mais où est-on là ? C'est sérieux. Quand on est président de la République, il faut avoir de la maturité, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la prudence. Parce que quand vous provoquez celui qui va devenir votre adversaire, puis demain votre ennemi, il faut pas s'étonner ensuite si on se prend des palos sur la gueule. La France, aujourd'hui, avec Macron, n'est plus respectée sur la scène internationale. Macron a tendance à vouloir donner des leçons à la terre entière, à tout le monde, et il a tout le monde contre lui. La France de Macron n'est plus respectée. Et je dois dire que je suis quand même absolument stupéfait sur le plan politique de voir qu'une partie des élites françaises continue encore à soutenir un pouvoir qui est discrédité sur la scène internationale. Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Moi je pense qu'on s'est battu pour la France. Je pense que parfois c'était un peu limite. Je pense qu'il aurait parfois fallu un débat national plus important. Qu'est-ce qui vaut que ces soldats engagent ma responsabilité en tant qu'individu, en tant que citoyen français, en allant tuer des gens? Il y a des modes opératoires qui sont dépassés en Afrique. Et vouloir intervenir avec nos armées au sol, 5000 hommes, etc., ce n'était pas la réponse adéquate. Nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte pas. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça c'est une erreur. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. On va arrêter ici la liste des anti-français, des auteurs du French bashing. Sinon, nous serons encore là pendant quelques jours à écouter leurs déclarations, leurs récriminations des choix de Paris. Je suppose que pour vous, Madame l'ambassadrice, seuls eux ont la légitimité de blâmer, seuls eux ont le droit d'exprimer tout haut leur désaccord. C'est vrai qu'on ne peut guère les soupçonner d'être anti-français, de tenir des discours contre leur pays. Nous, Claudie Sillard et moi, si. On n'a pas le bon teint. Sinon, comment l'expliquer autrement? Les faits sont têtus, madame. Et devant la commission d'enquête, on voit comment vous avez du mal à citer les noms des journalistes coupables de French bashing lorsqu'on vous l'exige. En off, c'est plus commode. Pas en on. Pas en on. Là, notre grande ambassadrice perd un peu pied.
Elle ne s'attendait pas à être ainsi bousculée, puisque l'accusation, la diffamation en off, dans le cadre de la chasse aux sorcières, est plus aisée, plus facile dans le secret d'un bureau où on charge l'autre. On doit faire ça entre nous. Sauf qu'il s'agit d'une commission d'enquête qui a choisi, chose louable, de rendre les choses publiques. Alors, Madame l'ambassadrice, sous pression, lâche le morceau. Ce qui se dit en off depuis des années. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Et voilà, c'est dit, Madame l'ambassadrice. Vous m'apprenez que mon rôle au sein de RFI était de faire la promotion du partenariat positif entre la France et l'Afrique. Je n'ai pas lu ça dans mon contrat d'embauche et personne ne me l'a demandé pendant les 32 années que j'ai passées dans cette maison. Au moins c'est clair. Ce que vous attendez du journaliste de cette grande maison, c'est de faire la promotion de la France auprès des Africains. Désolé, ce n'était pas mon job. Je me réjouis du fait que personne dans l'administration de France Média Monde ne me l'ait demandé. Je ne pense pas que vous rendez service à ce média en exprimant ainsi ce que vous en attendez. Les confrères sur place n'étaient pas tous au courant de la mission, manifestement. Cela ne contribue pas à maintenir sa crédibilité. Je me réjouis que certains de ces dirigeants vous aient rappelé les règles déontologiques qui régissent le métier de la presse, même si vous en avez été déçus. L'action, c'est d'interroger ces médias en disant « est-ce que c'est bien normal ?» Et ils nous répondent « il y a une liberté de la presse et une liberté éditoriale ». C'est un bon point pour les responsables de RFI, même si vous le déplorez. Encore une bourde qui s'inscrit déjà dans celle déjà célèbre du président Macron. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Notre audiovisuel extérieur français, il est à l'image de la France, c'est-à-dire il donne la parole à toutes les opinions, y compris celles qui vont être anti-françaises. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas de la BBC, qui va vraiment avoir résolument pris un parti qui est de dire, voilà, la BBC va diffuser de l'information telle que nous, Britanniques, nous la voyons. Et donc on regarde la BBC et nous avons l'image telle que les Britanniques le voient. Ça va faire plaisir aux Britanniques d'apprendre qu'ils font de la propagande, contrairement à la presse française. On ne peut pas plus s'enfoncer, c'est la grande noyade. En plus, ce que dit Madame l'ambassadrice est totalement faux. Partout dans la presse mondiale, qui paye commande. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà. Notez, Madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Est-ce qu'elle subit des pressions? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, Vous voulez dire diplomatique? que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Autre remarque que la commission d'enquête doit mentionner, autre mensonge qui m'éclaire mieux sur l'origine de la rumeur persistante qui court sur ma personne. Vous dites sans sourciller que je conseille les chefs d'État en Afrique. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Figurez-vous, madame, que j'aurais aimé que ce soit vrai. Conseiller des chefs d'État en Afrique serait un réel honneur pour moi. Surtout lorsque l'on sait combien cette fonction de conseiller est courue par les dirigeants occidentaux, les anciens chefs d'État, les anciens ministres, les anciens ambassadeurs et chefs d'institutions internationales qui écument les palais subsahariens sans aucune connaissance des réalités locales et qui proposent souvent des idées vaseuses et des documents foireux, inadaptés pour toucher de gros cachets. Ils installent même leurs fondations, leurs instituts dans les chancelleries. Ça ne choque personne. C'est même une tradition assumée. Croyez-moi, si cela m'était proposé, je le vivrais comme un honneur, une reconnaissance de mon parcours, parce que cela me permettrait de rendre utile et impactant ma petite expérience sur le continent. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et si vous en connaissez qui ont besoin de mes conseils, n'hésitez pas à me les recommander. J'apprécierais. Même si vous évoquez ces chefs d'État avec une certaine condescendance, alors que vous leur picorez dans la main à la première occasion. En attendant, figurez-vous que je travaille sur autre chose de plus impactant. Si vous aviez mieux préparé votre audition, si le but de ces témoignages devant la commission d'enquête était de faire avancer votre cause de façon positive, vous sauriez sur quoi je travaille depuis plusieurs années maintenant, avec un groupe d'Africains de tous horizons, dans Mansa. Vous sauriez que j'ai fait le choix personnel de démissionner de RFI pour me mettre résolument au service d'une cause, celle de penser l'Afrique autrement et de participer à faire entendre notre son de cloche, notre narratif à nous.
c'est de faire des propositions pour faire avancer notre continent. Pourquoi nous ne serions-nous pas capables, nous, Africains, de mettre en place un système propre qui nous permettrait d'être tournés vers le futur, mais ancrés dans le passé, sur ce socle que constituent nos légitimités. Donc je pense que sincèrement, personne n'a de leçons à nous donner. Nous devons nous-mêmes savoir où aller et garder le cap. Ça peut paraître abstrait, incompréhensible pour un Européen dont les ancêtres ont posé de solides bases pour la construction de sa société, d'intégrer l'engagement d'une personne au service d'une telle cause. Je le comprends, mais nous avons un continent à construire. Chacun doit y jouer sa partition. Ma génération et celle de mes aînés, nous avons échoué à le mettre en ordre de bataille. Nous devons au moins avoir la décence, la correction, le devoir d'aider nos enfants à comprendre nos faiblesses, nos erreurs, à les décomplexer et à leur donner un cadre où ils discutent et réfléchissent à des solutions sans complexe. Si vous preniez moins souvent vos informations dans les halls et lounges des hôtels internationaux auprès des expatriés désœuvrés qui disent souvent n'importe quoi sur les pays qui les accueillent sans connaître des populations avec lesquelles ils n'ont très souvent pas de contact, vous auriez été au courant du travail de Mansa, qui est désormais installé dans le paysage panafricain avec une ferme volonté de proposer des solutions qui nous conviennent, qui ressemblent à nous, qui sont en adéquation avec notre société. Et ceci dans tous les domaines. Me réduire, moi, à la seule propagande contre la France est insultant et traduit le manque de sincérité qui sous-tend votre démarche. Madame l'ambassadrice, la cause africaine ne saurait se limiter au seul débat sur la France dans un monde où l'Afrique est au centre et où tout le monde gravite autour d'elle. La France, dans cet environnement, est certes une puissance, certes un partenaire potentiel, mais elle reste quantité négligeable dans l'équation, dans laquelle nous sommes désormais inscrits. Faites cet effort de voir les choses ainsi. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, les Africains voient global. Aujourd'hui, vous avez quand même une variété d'offres de partenariats. C'est ce que j'allais dire, madame. Que ce soit la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, on va être ouvert à voir ce qu'il y a comme bénéfice pour nous. Et ça, c'est une chance pour l'Afrique? Absolument. Ou un risque? C'est une chance. C'est une chance, vous le savez. L'économie, la position monopolistique, c'est jamais bon pour le consommateur. Alors là, il y a une ouverture du point de vue du partenariat. Avant, avec l'Europe, maintenant, il y a d'autres possibilités. Des partenaires qui sont un peu plus liquides que l'Europe. C'est aussi ça la réalité des choses. Et dans cet esprit, notre travail n'est pas contre un pays ou une entité. C'est trop réducteur. Nous travaillons pour l'Afrique, pour les intérêts de ce vaste continent. Celui qui ne l'a pas compris restera sur le carreau. Ni Claudie Siard, ni moi ne sommes inscrits dans le French Machine. Nous sommes pour l'Afrique. J'espère que vous saisissez la nuance. Elle est énorme. Sinon, prenez le temps de visiter nos plateformes. Vous verrez à quel point les thèmes, les sujets, les commentaires sont diversifiés. C'est toujours bien de travailler son sujet lorsque l'on a une telle responsabilité. Le mensonge peut être lourd de conséquences pour vous. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Assurément. Et là, vous avez pris l'ascenseur. Certains chefs d'État nous disent comment vous pouvez tolérer des propos comme ça sur des médias français, fussent-ils médias de l'audiovisuel étranger. Je suis un peu gêné lorsque vous lâchez un tel brûlot, une telle information, que cette commission d'enquête n'insiste pas autant qu'elle l'a fait pour nous et vous demande de citer ces chefs d'État africains qui vous reprochent de laisser dire du mal de la France sur les antennes de France Média Monde. Cela aurait été intéressant de vous entendre les nommer, même si globalement on connaît 3 ou 4 nègres de salon dans nos chancelleries capables de ce type de démarche. Ça nous est reproché dans un certain nombre de pays parce qu'ils considèrent que nous faisons que RFI, à travers certaines émissions, certains éditorialistes, certains journalistes, va faire une propagande anti-française. Et c'est très mal compris de la part de certains de nos partenaires, de certains chefs d'État en Afrique. C'est dommage qu'on ne soit pas allé un peu plus loin pour demander gentiment leur nom, pour que cela soit public comme on l'a fait pour Claudie Siard et moi. Mais dans le même temps, on les connaît bien. Hein. Je parlais bien de celle-là et d'éditorialistes qui, sur RFI par exemple, étaient nos pires détracteurs. Et qui ont, grâce à leur présence sur ces médias, une certaine notoriété. Regardez ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, on est dans la propagande anti-française. Or, ils sont crédibles puisqu'ils sont sur des médias que nous finançons. Chère Madame l'ambassadrice, nous avons gagné notre notoriété, notre crédibilité grâce à notre présence sur l'antenne de RFI. C'est une évidence. Et on en est content. Mais si RFI nous a retenus aussi longtemps sans discontinuer sur ces antennes, avec une telle exposition, ce n'est pas par charité. C'est bien parce que nous faisions de l'audience. Nos magazines ont toujours eu un succès renouvelé et ont contribué à crédibiliser RFI auprès de ses auditeurs.
C'est donc un échange gagnant-gagnant, et certains en Afrique nous reprochent d'ailleurs. Alors le crédit dont nous bénéficions, nous l'avons construit par la qualité de notre travail. Autrement, nous n'aurions pas passé une trentaine d'années, Claudie Siard et moi, en prime time sur ces antennes. En ce qui me concerne, 32 ans, dont 16 ans quotidiennes et 16 ans bi-hebdomadaires, parfois avec 3 magazines différents dans la même semaine. Médias d'Afrique, Archives d'Afrique et Afrique Plus. Et plus tard, le débat africain. C'est un record sur cette antenne. Et tenez-vous bien, sans aucune plainte ou procès en diffamation, alors que je faisais des émissions sensibles de politique et d'histoire contemporaine. Alors, la crédibilité, je crois la mériter largement par mon travail. Et je suis parti volontairement pour faire autre chose de plus intéressant pour moi. Mes patrons en redemandaient, figurez-vous. Et Claudie Siard, qui est là depuis aussi longtemps que moi quasiment, malgré vos pressions, personne n'a osé lui demander de partir ou diminuer son temps d'antenne. Ce qui traduit le poids qu'il représente et le bénéfice qu'en tire RFI. On sait la pression que vous exercez dans le sens de le voir partir. Et puis vous écoutez parfois des éditos de Claudie Siard, ou vous écoutez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux, et vous vous dites que c'est pas tout à fait acceptable non plus. Au-delà de ces accusations sur nos personnes, ce qui est encore plus insultant pour les Africains, c'est cette propension à mettre toutes leurs réflexions, toutes leurs remarques sur le compte de la propagande russe. Ils seraient tous sous influence de Moscou, Pékin, Ankara et même Téhéran. Une infantilisation qui traduit le regard, la perception que vous avez, Madame l'ambassadrice, de l'Africain, et avec vous, vos patrons. Madame l'ambassadrice, depuis la colonisation, beaucoup doit couler sous les ponts. Il va bien falloir vous faire à l'idée que l'Africain n'a pas besoin d'une quelconque influence extérieure pour développer sa pensée. Nous avons été, ceux de ma génération et celle de mes aînés, influencés par la pensée venue d'Occident, par l'éducation, par la culture, par les médias. Nous avons fait de vos vérités les nôtres. Nous avons passé notre vie à les assimiler, à en être des ambassadeurs zélés. Il fallait que l'on pense et agisse selon vos valeurs, selon votre culture, pour trouver grâce à vos yeux. Nous sommes tous devenus des êtres mimétiques. L'intellectuel était celui qui pouvait citer Kant, Descartes et autres, Voltaire, Molière, Verlaine, Racine et j'en passe, ou encore celui qui maîtrisait la pensée keynésienne et autres économistes européens des temps immémoriaux. On se sentait grand, intelligent, lorsque l'on maîtrisait la pensée d'un Adam Smith, d'un David Ricardo, d'un Thomas Malthus, des concepts certes importants dans votre environnement, mais totalement inadaptés aux nôtres, qui n'ont permis à aucun de nos pays de procurer le bonheur à ses populations. Seulement, à la faveur de l'ouverture du monde, à la faveur des brassages, des rencontres, des guerres faites à vos côtés, nos enfants plus aguerris, plus cultivés, sont débarrassés de ces complexes. Avec les réseaux sociaux, les rencontres, ils n'avalent plus religieusement vos concepts, vos idées, vos positions. Vous avez certainement loupé un épisode de cette profonde mutation. Il va falloir, Madame l'ambassadrice Havé, que vous compreniez qu'en matière de propagande, la France et avec elle l'Occident n'ont vraiment pas de leçons à nous donner.